bonjour. Désolé de ne pas être physiquement avec vous, mais comme vous le savez, la Covid nous joue beaucoup de tours. Alors, je vous propose une courte réflexion, je ne vais pas vous maintenir trop longtemps, sur en fait, si vous voulez, la situation où on est, quelles sont les mesures, là, je vais prendre une des mesures de nos 35 mesures. Je reviendrai après sur les questions d'agriculture qui en font aussi partie, et puis on s'interrogera sur la relation entre, en quelque sorte, le bottom-up et le top-down. Nous nous trouvons dans une situation très particulière. Pour ma part, j'ai envie de vous dire, c'est pas très drôle de le dire comme ça, mais on est un peu rentré dans les décennies noires de l'Anthropocène, si vous voulez. L'Anthropocène, vous le savez, ça serait l'ère géologique qui serait caractérisée par un impact massif des activités humaines sur le système Terre. Alors, c'est pas toute la Terre qui l'a effectivement occasionné, mais en revanche, ses conséquences, c'est toute la Terre, et pas seulement les êtres humains, mais les autres espèces qui vont les subir. Et on voit bien que depuis 2018, ainsi l'Anthropocène a commencé en 2000, si vous voulez, en 1950, et bien depuis 2018, c'est grosso modo 70 ans après, on voit qu'on commence vraiment à ressentir très fortement les effets de nos actions destructrices par la température, par le fait que, eh bien, désormais, dans l'hémisphère nord, puis pareil dans l'hémisphère sud, si vous voulez, on a presque deux saisons, et on a une saison tiède et puis une saison chaude, et on peut avoir à plusieurs endroits, même pratiquement sur tout un hémisphère, des températures assez élevées. C'est des choses qui n'arrivaient pas avant. On a des aléas violents qui deviennent de plus en plus violents, des méga-feux qui n'existaient pas avant. C'est 10 fois la chaleur au sol d'un feu traditionnel. Récemment, dans la vallée de la Vésubie, on a eu en 2 heures, 500 mm d'eau au mètre carré. Voilà. Enfin, donc on est rentré dans cette période-là, et la zoonose, évidemment, et ce qui nous arrive avec la Covid, c'est pas sans lien non plus probablement avec une déstabilisation plus générale du vivant. Et vous savez que nous détruisons en masse le vivant autour de nous. Alors pour faire face à ça, on a pensé à une première mesure. Elle ne va pas forcément enthousiasmer, mais évidemment, elle ne serait acceptable que sous la forme d'un référendum. Eh bien, cette mesure, elle viserait à nous rendre responsables, tout simplement parce que quand on achète aujourd'hui un bien, on n'a qu'un indicateur. On a le prix, et le prix, ça ne nous dit rigoureusement rien sur les destructions, les maux qui correspondent au service ou au bien qu'on achète. Donc en fait, on achète à l'aveugle. Et l'idée, c'est de donner un deuxième indicateur, en dehors du prix, qui s'ajoute au prix, qui serait un indicateur en termes d'unité de charge écologique, c'est-à-dire qui vous indiquerait, eh bien, pour tel bien donné, le niveau de destruction auquel il correspond, c'est-à-dire le nombre d'unités de charge écologique qui l'a rendu possible. Par exemple, si vous achetez des tomates locales, bio à leur saison, eh bien, en septembre, par exemple, et au contraire, si vous achetez des tomates sous serre venant de Hollande, il est clair qu'en termes de prix, vos tomates hypercarbonées seront moins chères, alors qu'en fait, elles détruisent énormément, elles contribuent à une destruction importante du système Terre qui nous fait vivre. Et en revanche, mes fameuses tomates bio, produites localement, elles, évidemment, elles vont être un peu plus chères en termes pécuniaires, parce qu'elles incluent pas mal de travail, mais en revanche, en termes d'impact sur la biosphère, sur le système Terre, elles sont très légères. Et donc l'idée, ça serait d'avoir, pour les biens courants, évidemment, si tout ce qui est immobilier, voiture, avion, on peut imaginer que c'est un quota sur la vie. Mais pour les biens courants, pour avoir un quota en unité de charge écologique, qui serait en fait le même pour tous, pourquoi quelqu'un aurait le droit à plus détruire qu'un autre, je vous le demande. Moi, je n'ai pas de réponse positive à cette question. Donc, en termes d'unité de charge écologique, on aurait tous le même plafond. Évidemment, ça serait assez impactant, assez vite, pour des gens assez fortunés, qui ont l'habitude de détruire beaucoup. On sait que c'est nos niveaux de vie qui détruisent. Je vous donne quelques chiffres pour le comprendre. Les 1% les plus riches de la population, c'est 15% des gaz à effet de serre mondiaux. Les 10% les plus riches de la population, c'est 50%, j'arrondis un peu, 50% des gaz à effet de serre mondiaux. Et en revanche, les 50% les plus pauvres, ça n'est que 10% des gaz à effet de serre mondiaux. Si vous regardez ce qu'il en est du côté des flux de matière, c'est-à-dire de ce qu'on suscite comme extraction pour les biens qu'on achète dans une année, un Africain, ça va être entre 3 et 5 tonnes, un Européen entre 15 et 20, un Américain entre 20 et 25.
toujours pareil, c'est vraiment, alors, pour la biodiversité, la démographie compte aussi, mais la plupart des destructions, elles sont liées à nos niveaux de vie. Donc effectivement, c'est ça forcément qu'on cible, en tout cas quand ils correspondent à un achat qui exige de la matière et de l'énergie, qui, comme vous le savez, sont les causes principales de la destruction de l'habitabilité de la Terre. Donc voilà, cette histoire de quotas, bien sûr, si jamais on mettait ça en œuvre, ça ne serait pas neutre, hein, ça nous obligerait à un certain nombre de choses, mais en 10 ans, ça modifierait complètement à la fois le paysage de la production et en même temps, petit à petit aussi nos modes de vie. Et comme tout le monde devrait aller dans le même sens, ça ne serait pas psychologiquement aussi impactant que ça. Mais évidemment, une telle mesure, ça nécessite que tout le monde soit d'accord. Il faudrait quelque chose comme un référendum. Alors, j'ai indirectement évoqué l'agriculture en prenant l'exemple des tomates. Et évidemment, deuxième changement auquel il faudrait procéder et de façon très importante, c'est le changement de nos systèmes agricoles. Quand on vous dit, quand on prend par exemple le fait que on va sans doute, l'Assemblée l'a accordé, le Sénat va sans doute l'accorder, le recours nouveau aux néonicotinoïdes, les réautoriser pour les betteraves, mais probablement pour d'autres plantes, c'est absurde parce qu'en fait, avant les néonicotinoïdes, il y a eu 2 générations de pesticides qui, au bout d'un moment, ont créé des problèmes, il a fallu les interdire, mais ça sera à chaque fois pareil. Donc si on pense que la solution, c'est à chaque fois une nouvelle molécule qu'il faut au bout d'un certain temps interdire, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut faire, c'est changer le système agricole. Ça existe, la permaculture, ça existe, l'agroécologie, ça existe, ça peut largement nourrir la planète, ça je vous assure, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Évidemment, c'est plus intense en travail. Et donc du coup, les prix sont pas les mêmes, parce que c'est pareil que tout à l'heure en fait. Là, si vous voulez, le travail, évidemment, lui, il apparaît dans le prix, alors que les destructions n'apparaissent pas dans le prix. Et c'est un travail qui permet qu'on détruise moins. Donc voilà, alors convertir l'agriculture à l'agroécologie, compte tenu de l'effondrement du vivant entre nous, vous savez, autour de nous. Vous savez que c'est pas simplement les gros vertébrés qui disparaissent. La biomasse des vertébrés sauvages au monde, c'est moins de 5% de la biomasse totale des vertébrés au monde, vous imaginez. C'est un tiers, en gros, sont les êtres humains, et puis les 2 autres tiers, leurs animaux domestiques. Mais ça, on le sait depuis un certain temps. En revanche, ça ne fait que quelques années qu'on a compris que l'étage en dessous, si vous voulez, tout ce qui est arthropos, c'est-à-dire tout ce qui est insectes, bestioles articulées, soit volantes insectes, soit dans les sols, tout ça, ça s'effondre autour de nous. Ça s'effondre à une très grande vitesse. Et vous prenez par exemple le cas du syndrome autistique aux États-Unis. Désormais, c'est un enfant qui naît sur 59 qui va présenter ce symptôme. Donc non, là, ça suffit. On voit bien que c'est quelque chose d'absurde. Et en plus, cette agriculture-là, dite conventionnelle, on devrait plutôt dire agriculture destructrice, hyper chimique, elle est même pas résiliente au changement climatique. En plus, elle détruit les emplois. Donc elle n'a franchement pas d'intérêt, si ce n'est l'enracinement de certains types d'agriculture, l'habitude qu'on a pris à faire une chose, mais on peut aider tout le monde à faire autrement. Et une agriculture alternative existe déjà. C'est ce qu'on appelle l'agroécologie. Alors grosso modo, l'agroécologie et la permaculture en est une manière. C'est simplement de plus considérer qu'on se met à distance, qu'on se coupe du cycle naturel de l'azote avec le procédé Haber-Bosch, qu'on se coupe du reste du vivant avec les pesticides, qu'on se coupe des micro-organismes des sols et de toute la faune des sols et de la richesse des sols avec des engrais. Ça veut simplement dire qu'on reprend en compte le vivant et que, on étudie, et ce qu'on sait très bien faire, la relation que les plantes exercent les unes avec les autres. Certaines vont, par les nodules qu'elles enferment dans leurs racines, capter de l'azote pour les autres. D'autres vont attirer les prédateurs des autres plantes, etc. Ce qui fait que dans un écosystème naturel, et ça existe depuis des centaines de millions d'années, ça marche très bien. On n'a pas besoin d'intrants et on n'a pas besoin de pesticides. Donc là, on imite ce fonctionnement de l'agriculture avec la complémentarité. Et d'ailleurs, du coup, ça donne aussi une forme d'agriculteur, celle qu'on va se développer aujourd'hui. On a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui deviennent presque des agriculteurs-chercheurs. Donc, c'est aussi un profil de l'agriculteur qui est en train de changer et qui a déjà en partie, si vous voulez, vraiment changé. Donc ça, évidemment, ça serait la deuxième mesure qu'on pourrait proposer. Marche, c'est les deux à la fois. Je m'explique, c'est-à-dire que
c'est les acteurs sur place qui vont inventer, qui vont tâtonner, qui vont chercher, qui vont faire. Si l'État s'y substitue, c'est une catastrophe, c'est pas génial. En revanche, lui, il est là, il est à l'interface entre l'État, lui, il est à l'interface entre les, si vous voulez, ce que font les collectifs de manière territoriale, et puis les grands enjeux, parce que les grands enjeux écologiques, le climat, la biodiversité, le vivant, si vous voulez, tout ça, ça se mesure à l'échelle globale. Et en fait, c'est toutes les nations ensemble qui doivent converger vers le maintien de l'habitabilité de cette planète. Donc, ce qu'on fait localement, et aujourd'hui c'est fini, on ne peut plus faire comme si le reste du monde n'existait pas. Et donc, le rôle de l'État, c'est de faire cette interface. Donc, il peut inciter, il va devoir donner des objectifs, il va devoir les vérifier, il va fournir des outils, etc. Mais évidemment, il ne va pas se substituer aux acteurs, et pas plus qu'il ne va se substituer à leur inventivité. Là, au contraire, ce qu'on avait proposé dans notre projet de troisième chambre, c'est qu'une de ses fonctions, ça aurait été de visiter les initiatives locales, quand elles étaient intéressantes, et bien de voir en quoi l'appareil législatif pourrait aider à leur développement, à leur éventuel changement d'échelle. Donc non, ce qui marche, c'est les deux. C'est-à-dire il faut vraiment un cap. Le cap, il est donné quand même plutôt par l'échelon national. Il y a des instruments de mesure. Tout à l'heure, je parlais d'unité de charge écologique. Ben, ça relève des offices publics. Bon. Et puis, voilà, faciliter les actions des acteurs sur le terrain, mais des acteurs qui ne sont pas fous et qui savent très bien qu'il y a un certain nombre d'objectifs généraux auxquels il faut se conformer. Voilà un petit peu ce que je pourrais proposer, ce qui me semble quelque chose de tout à fait faisable. Alors évidemment, il y a d'autres mesures qu'on propose, hein, le revenu de transition écologique, qui est justement une manière d'accompagner les acteurs, mais les accompagner, ça ne veut pas dire qu'on fait les choses à leur place, mais c'est qu'on les aide. Et donc ce revenu de transition écologique, il peut être pécuniaire, il n'est pas forcément pécuniaire. On peut imaginer par exemple que comme revenu, eh bien, on loue une terre pratiquement à zéro pour des jeunes permaculteurs, des jeunes maraîchères ou maraîchers qui s'installent. Donc voilà, ça c'est par exemple le revenu de transition écologique. Enfin voilà, on propose beaucoup de mesures là-dedans. Et une dernière chose que je voudrais aussi vous dire, sur laquelle j'aimerais aussi attirer votre attention, et je l'ai un petit peu fait en parlant du rôle de l'État, situé à l'interface entre ce qu'on fait territorialement, localement, et les grands objectifs planétaires. Eh bien, de même, revenons sur la question du commerce. On a tendance à se dire, ben non, on va, voilà, refermons les frontières. Bon, c'est pas si simple que ça, mais c'est absurde, si vous voulez. Du commerce, il y en a toujours eu. La difficulté du commerce d'aujourd'hui, c'est qu'il ne tient absolument pas compte des distances. La Terre n'existe pas. On a imaginé qu'avec les techniques, les transports, le carbone, on pouvait neutraliser toutes les distances, les faire à un coût pas cher, etc. Ben, ça vous donne le changement climatique. Vous connaissez, c'est pas génial. Donc le type de commerce qu'il faut retrouver, eh bien d'ailleurs à la limite, c'est pratiquement celui dont parlait Ricardo, c'est que il y a des choses qu'on sait faire à un endroit, plus on les ferait moins bien, ou il n'y a aucun intérêt à les faire. D'ailleurs, en fait, moins on joue sur cette corde et plus on va diversifier les savoir-faire, plus on retrouve de la diversité dans nos objets, etc. Et là, effectivement, pour certains de ces objets, il peut y avoir un commerce. Il y a tout intérêt à ce qu'il y ait un commerce. Donc, les peuples continuent à avoir des liens les uns avec les autres. Et je vous donnerai un exemple. Imaginons que, moi je ne sais pas, que toute la Beauce, alors franchement on en est loin, que toute la Beauce se convertisse à la permaculture. Le Maghreb manquerait sacrément de semoule et de blé, parce que la plupart vient de l'agriculture conventionnelle française d'Île-de-France. Donc on voit bien qu'on ne peut pas faire dans un pays comme si les autres n'existaient pas. Hein. Privilégier les circuits courts, etc., ça se négocie aussi entre différents pays pour qu'effectivement bien les types d'échanges qu'aujourd'hui qu'on ne les arrête pas brutalement pour permettre aux acteurs de se réorganiser, etc., ou comme pour le blé de l'Île-de-France et le Maghreb, placer des populations dans une impasse totale. Donc voilà, c'est-à-dire que l'écologie, de façon générale, ça suppose qu'on ait des connaissances, qu'on essaie de comprendre les choses, qu'on y mette du sien, qu'on collabore avec d'autres, qu'on s'informe. Et évidemment, c'est l'envers de la chose qu'on impose, qu'on affirme
de manière brutale, évidemment, sans aucune concertation, ça n'a pas de sens. Changer ses comportements, changer son mode de vie, c'est intime, ça implique beaucoup de choses. Et ça se fait ensemble, en réfléchissant et en acceptant. Et pour accepter, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir compris. Et pour comprendre, il faut accéder à l'information et non pas aux fake news. Ça, c'est la chose principale. C'est la clé dans tous nos enjeux. Voilà, j'ai peut-être été un peu rapide, hein, j'en suis désolé, mais à distance, il ne faut pas rester trop longtemps, on finit par ennuyer son public. Je vous souhaite une excellente fin pour vos propres travaux. Merci de votre attention.